Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news cette semaine-ci, notamment le fait que YouTube a décidé de retirer les pouces rouges. Ils sont en train de le faire à l'heure actuelle, tout le monde ne les a pas encore de retirer sur les vidéos qu'ils peuvent voir, mais c'est en train de se faire. Évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, et pas que des choses positives, je dirais même surtout des choses négatives par rapport à YouTube, mais bon. On a aussi des news au niveau de prochains processeurs Intel qui arrivent, des cartes graphiques qui arrivent sur plutôt mobile ici, une RTX 3080 Ti notamment, et pas mal d'autres news. Vous avez une table des matières sur la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Bien, justement, commençons par la plus grosse news de la semaine avec YouTube qui a décidé d'enlever les pouces rouges. Et évidemment, ça a lancé une vague incroyable de réactions sur YouTube. Et aussi, vous pouvez voir, j'ai encore les pouces bleus et pouces rouges sur ce navigateur. On peut voir que la news n'a pas été reçue de la meilleure façon qui existe. 13 000 pouces bleus contre 120 000 pouces rouges. Les gens ne sont pas très contents. Il y a aussi beaucoup de gros créateurs qui ont parlé contre cette décision. Il y en a qui sont pour. Mais selon moi, ceux qui sont pour ne voient pas assez loin. Et j'en parlerai pourquoi. Mais bon, dans tous les cas, quelles sont les raisons invoquées par YouTube déjà dans un premier temps? Vous avez cette vidéo avec des sous-titres en français si vous voulez la regarder. Je vous la mettrai dans la description si j'y pense. Et du coup, quels sont les raisonnements derrière? Le premier, c'est que c'est pour protéger la santé mentale de certains créateurs, surtout les petits créateurs. Parce que vous avez des fois des gens avec souvent des seconds comptes ou des faux comptes ou des groupes même de personnes qui vont attaquer des petits créateurs et laisser beaucoup de pouces rouges sur leurs vidéos pour essayer de détruire leur morale en quelque sorte. Et c'est vrai que ça existe. Ça existe totalement, cette pratique-là. Maintenant, je vais en parler pourquoi après, cette décision-là n'était pas la meilleure façon de fixer ça, mais bon. Du coup, ça, c'était la première raison qu'ils ont invoquée. Ils ont aussi invoqué la raison que les autres plateformes, comme Twitter, Facebook, n'ont pas de pouce rouge. Et du coup, on n'a pas besoin du pouce rouge en quelque sorte, et qu'on l'oubliera vite fait en gros, et qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Et bon, je vais en parler après, je continue leur argument. Et du coup, ça, c'était un peu les deux gros arguments qu'ils ont donnés dans la vidéo. Ils en ont donné d'autres un petit peu, mais honnêtement, c'était beaucoup de... Pour moi, c'était beaucoup de faux arguments pour essayer de justifier une décision. Je pense qu'un argument qu'ils n'osent pas dire, et ça, c'est mon interprétation et celle de beaucoup de gens qui n'osent pas dire dans cette vidéo, c'est que tout simplement, ils veulent aussi protéger les gros contenus, genre des chaînes de TV qui uploadent des contenus, même des créateurs qui sont sur leur aile, par exemple tous les contenus YouTube Red, ce genre de choses. Je pense qu'ils veulent donner un meilleur aspect depuis l'extérieur. Parce que le truc, c'est que quand vous regardez par exemple tous les contenus YouTube Red, donc les contenus vraiment faits par YouTube avec les créateurs, bien souvent ils ne sont pas de la meilleure qualité. Il y en a de très bonne qualité, mais la plupart sont très meh. Et du coup, vous avez beaucoup de pouces rouges parce qu'ils sont énormément poussés en avant. Et il y a des gens qui sont en mode non, j'aime pas, c'est nul. J'ai payé pour YouTube Premium et je me retrouve avec ça, c'est nul. Et je pense que YouTube n'aime pas trop ça parce que quand ils pitchent YouTube à des investisseurs ou des chaînes TV à l'extérieur, quand ils montent ce genre de contenu, eux, ils vont voir les pouces rouges en mode « Ah, ouais, il est bien votre contenu, mais pourquoi il y a autant de pouces rouges ?» Vous voyez, genre ça donne une mauvaise image de YouTube. Et du coup, ils veulent essayer de protéger leur image. Le truc avec YouTube, qu'il faut savoir, c'est que YouTube ne veut pas que vous regardiez des gens sur YouTube. YouTube veut que vous regardez YouTube. Il veut que vous continuiez de regarder des vidéos encore et encore. Et je pense que cette décision se met totalement dans cette ligne, on va dire, éditoriale. Alors, revenons au premier argument pourquoi je trouve que c'est stupide. Le fait que ça protège la santé mentale de certaines personnes. Le truc, c'est que il y a ce problème de review bombing, on peut dire, donc de personnes qui laissent des pouces rouges. Mais le truc stupide dans cette décision, c'est que le créateur de la vidéo voit toujours les pouces rouges. Lui, il les voit toujours sur mes propres vidéos. Je vois toujours les pouces rouges que les gens ont laissés et les pouces bleus. Donc, en gros, ça ne change rien. Parce que si quelqu'un a envie de foutre en l'air la santé mentale de quelqu'un d'autre ou juste lui donner un mauvais, on va dire, lui casser le moral, il peut toujours laisser des pouces rouges. Ça marchera toujours. Donc là, je suis en mode, pourquoi vous dites cet argument alors que ça ne change rien? Genre, c'est les gens de l'extérieur, c'est les viewers qui ne voient plus les pouces rouges. Donc c'est stupide, c'est vraiment stupide. Et en plus, ça va encore plus loin. Si vous avez l'impression que votre pouce rouge n'est pas, genre, comme il n'est pas affiché, vous dites, je vais peut-être laisser un avis, je vais plutôt laisser un commentaire vu que mon pouce rouge n'est pas représenté sous forme de barre.
Et c'est ce qui va certainement se passer. Les gens, au lieu de laisser des pouces rouges, maintenant, vont plutôt laisser des commentaires. Pas tous, mais il y en a qui vont le faire. Et qu'est-ce qui est pire, selon vous? Un pouce rouge ou un commentaire d'une personne qui dit que la vidéo, c'est basiquement de la merde et qu'on devrait arrêter d'en faire des vidéos? Qu'est-ce qui est pire, selon vous? Personnellement, je fais YouTube depuis 2011, mes toutes premières vidéos. J'ai commencé les let's play en 2013 et je peux vous dire que pendant toutes ces années, maintenant j'ai la peau assez dure, mais pendant toutes ces années, ce qui m'a toujours le plus blessé, c'était des commentaires. C'était pas les pouces rouges. Des fois, vous aurez, oui, plus de pouces rouges que d'habitude sur une vidéo, vous en aurez même pas mal. Mais ça, c'est pas ce qui me blesse le plus. Je me dis en général, quand il y a des pouces rouges, je me dis, ah ben les gens n'ont pas trop aimé cette vidéo. Je vais essayer de faire mieux. Mais quand il y a des commentaires, c'est pire, parce que les commentaires, des fois, sont bien souvent illogiques. Il y a des commentaires négatifs qui sont constructifs et qui sont très bons. Il y en a déjà qui ont été laissés sur cette chaîne et sur mon autre chaîne, et je vous en remercie. Mais il y a des fois des gens qui sont juste... Vous voyez, en fait, qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Ils voient votre chaîne différemment que vous, en fait. Pour eux, ce que vous faites n'est pas la bonne chose. Et ils veulent un truc totalement différent. Et vous savez que ces personnes-là, au final, ne sont pas destinées à votre chaîne, tout simplement. Ça arrive. Vous ne pouvez pas faire une vidéo qui plaît à tout le monde. Mais pourtant, ils vont laisser un commentaire et ça va vous blesser, ce commentaire. Parce que littéralement, vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait n'a servi à rien, quoi. Tout ce que vous avez développé pendant des années ne sert à rien parce que lui, il remet en question tout ça. Du coup, je vous le dis, les commentaires blessent beaucoup plus. Donc, retirez les pouces rouges pour les gens de l'extérieur, pas pour le créateur, hein, encore une fois. C'est juste les gens extérieurs. C'est les viewers qui ne voient plus les pouces rouges sur la vidéo. C'est juste stupide. C'est incroyablement stupide. Et pour moi, je le dis encore une fois, c'est juste des raisons bancales qu'ils ont essayé de donner pour justifier le fait de enlever les pouces rouges pour paraître plus positif. Vous voyez, la positive attitude qu'ils essayent de promouvoir, tout ça. Il y a beaucoup de ça dans la Silicon Valley. Genre, oh, tout le monde est gentil, tout le monde est positif. Non, le monde, des fois, est plutôt dark et il faut savoir le représenter. YouTube a essayé de répresser aussi pendant toutes ces années les contenus qu'il considère comme violents. Un de mes bons amis, qui est Roi Louis, a eu un accident cardiaque récemment. Enfin, voilà. En réalité, ça fait maintenant pratiquement 2 ans, en réalité, oui. Et il a fait une vidéo où il en parlait. La vidéo s'est fait démonétiser parce que selon YouTube, c'était violent. Alors que c'est une vidéo qui donne des conseils aux gens qui seraient dans la même situation que lui et tout ça. Donc ça vous montre que YouTube ils veulent du positif, positif, positif. Et les pouces rouges, c'est négatif. Donc ils veulent que ça disparaisse. Et c'est pour ça, selon moi, qu'ils s'enlèvent les pouces rouges. Mais ils veulent garder les pouces bleus parce que les pouces bleus, ça donne ce côté positif de YouTube et tout ça. Et c'est génial. Ils peuvent les montrer aux annonceurs en mode « Regardez, il y a beaucoup de gens qui ont interagi avec cette vidéo. » C'est pour ça qu'ils veulent les pouces bleus affichés, mais pas les pouces rouges affichés, selon moi. Il y a aussi un autre truc marrant, c'est que dans leurs vidéos, ils disent que les gens peuvent toujours utiliser les commentaires, comme j'ai dit, pour jauger une vidéo. Et ça, c'est un gros problème que j'ai personnellement. Quand j'arrive sur une vidéo, le premier truc que je fais, surtout quand c'est une vidéo tutoriel, une vidéo d'information sur quelque chose, le premier truc que je fais, c'est que je regarde à ça, le ratio pouce bleu, pouce rouge. Et je sais juger à peu près la vidéo directement. Si je cherche un tuto sur comment installer un programme et que je tombe sur une vidéo où il y a ce ratio de pouce bleu, pouce rouge, pas le même nombre, mais le même ratio, on va dire, je sais que la vidéo est merdique. Franchement, excusez-moi du terme, mais je le sais directement. J'ai pas besoin d'aller dans les commentaires. Mais le truc, c'est que en enlevant le pouce rouge, je suis obligé d'aller dans les commentaires et ça prend plus de temps. Donc je pense que déjà c'est stupide, ça enlève de la usabilité au site. Genre, le site était rapide à naviguer, vous pouviez cliquer facilement sur une vidéo et voir directement si elle était intéressante pour vous. Et ils ont enlevé ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir passer plus de temps sur une vidéo. Et certainement, ce temps que vous allez passer à regarder les premiers commentaires, qu'est-ce qui va arriver? La pub va jouer pendant ce temps-là. Donc, franchement, je pense que YouTube a fait les calculs. Ils se sont dit, hey, si on enlève les pouces rouges, on a fait le test sur des vidéos, ils ont dû le faire, les gens vont voir les commentaires pour juger si une vidéo est intéressante, peut-être. Ou ils commencent à la regarder, ils la jugent par eux-mêmes. Et du coup, ça augmente les revenus ou ça augmente le nombre de personnes qui regardent les pubs par 50%. Ils ont dû voir que oui, ça boostait le nombre de personnes qui regardaient justement les pubs en début de vidéo. Et ils sont dit, totalement rentable, faisons-le sur toute la plateforme. Je pense vraiment que c'est l'une des raisons principales pour laquelle ils l'ont fait, en plus de, comme j'ai dit,
protéger ce côté positif, attitude qu'ils veulent promouvoir à fond sur YouTube et qui devient un petit peu ridicule. Ça ressemble à un truc de, comment dire, pas de science-fiction, mais genre un monde, une dystopie, vous voyez, où oui, il faut rester positif, hein, oui, genre c'est un épisode de Black Mirror, franchement, des fois YouTube, c'est vraiment ça. Et enfin, on avait l'argument de YouTube de oh, il n'y a pas de pouce rouge sur les autres plateformes. Alors déjà, c'est pas vrai, genre il y a Reddit où il y a des pouces rouges, il y a d'autres plateformes de vidéos, et ça c'est important à noter parce que YouTube est oui un réseau social, mais c'est surtout un réseau social vidéo, et là-bas vous avez des pouces rouges bien souvent. Mais le truc aussi que YouTube oublie quand même de préciser, c'est que Facebook, c'est pas YouTube. Personne ne va sur Facebook pour trouver genre un tuto sur comment installer un logiciel ou des vidéos informatives ou autre chose. Vous allez sur Facebook pour juste vous divertir. Et quand vous êtes là pour vous divertir, oui, les pouces rouges seraient un plus pour savoir si une vidéo est vraiment divertissante, mais c'est pas le plus important. Par contre, sur YouTube, quand vous cherchez une vidéo, un tuto ou autre chose, ben vous avez besoin de ce pouce rouge parce que ça vous permet de jauger directement. Et encore une fois, ils enlèvent en usabilité du site juste pour une raison stupide, franchement. Et ils ont même donné un autre argument et que je trouve assez stupide, c'est qu'ils disent que il suffit de regarder le nombre de pouces bleus. Vous voyez, s'il y a beaucoup de pouces bleus sur une vidéo, c'est qu'elle est quand même bonne et que vous pouvez la regarder. Le truc, c'est si vous cachez les pouces rouges sur cette vidéo, ça veut dire qu'elle aurait, pour 1 400 000 vues, elle aurait 13 000 pouces bleus. C'est excellent. Franchement, si vous regardez de l'extérieur, que vous voyez juste les pouces bleus, 13 000 pouces bleus pour 1 400 000 vues, c'est excellent, franchement. Donc ça veut dire que, selon la logique de YouTube, oh ben cette vidéo est excellente, alors que la plupart des gens sont en mode non, elle n'est pas excellente. Elle est désastreuse parce qu'il y a 120 000 pouces rouges. Mais ça, vous ne le voyez pas. Et du coup, ben, ça enlève en usabilité et genre c'est stupide. Après, évidemment, dès que vous allez dans les commentaires, vous le voyez directement que les gens ne sont vraiment pas contents. Il y a très peu de commentaires positifs. Il y avait beaucoup de gens au final qui semblaient ne pas utiliser les pouces bleus, pouces rouges ou le ratio de pouces bleus, pouces rouges, ou qui utilisent YouTube plus comme un système de divertissement et qui du coup pour eux, ben, ils s'en foutaient en fait. Mais j'ai envie de dire, si vous en avez rien à faire, ben, évitez de rentrer dans le débat parce que ça ne vous concerne pas du coup. Je sais que YouTube ne regardera jamais cette vidéo, mais je vous implore YouTube, revenez en arrière. Si vous voulez vraiment protéger la santé mentale des gens, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Enfin, si c'est réellement votre excuse en tout cas, je propose un simple truc. Je propose que c'est le créateur qui choisit. Le créateur choisit si sur sa chaîne, on voit les pouces rouges ou non. Simple et efficace. Tout le monde a le choix. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et par défaut, les pouces rouges devraient être activés, selon moi. Parce que, encore une fois, si je vais sur des chaînes de tuto, et je dirais même, si je vais sur une chaîne de tuto et qui casse les pouces rouges, moi je vais sur une autre chaîne de tuto, franchement. Parce que ça m'indique qu'il y a quelque chose. Il essaie de cacher quelque chose. Alors, je pense qu'ils ne feront pas cette décision pour la simple et bonne raison, alors que c'est la plus logique, hein, mais ils ne le feront pas parce que, tout simplement, les gens qui désactiveront les pouces rouges comme ça seront vus mal par les gens. Vous voyez, genre les gens se diront « Oh, il y a quelque chose à cacher ». Et du coup, ils ne veulent pas cette image-là. Parce qu'on peut, à l'heure actuelle, on peut désactiver les pouces bleus et les pouces rouges. Enfin, on peut toujours. Et c'était quelque chose qui était jusqu'à maintenant utilisé quand il y avait des vidéos controversées. Ils désactivaient les commentaires et désactivaient les pouces bleus et les pouces rouges. Et du coup, la vidéo était basiquement en mode lecture only, aucune interaction possible avec. Et du coup, quand une vidéo était comme ça, vous saviez qu'il y avait un problème avec. Quand vous voyez une vidéo avec les commentaires désactivés, les pouces bleus, pouces rouges désactivés, vous savez qu'il y a quelque chose qui sent pas bon, en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne feront pas le choix de donner, la possibilité de donner le choix aux gens, parce qu'ils savent qu'en faisant ça, les gens qui choisissent de cacher les pouces rouges seront pas insultés, mais les gens seront en mode « Hey, pourquoi t'as caché les pouces rouges? T'as quelque chose à cacher, là ?» Donc, ouais. Donc, pour moi, ce serait la solution, mais ils ne le feront pas. Il y a d'autres solutions aussi pour éviter les harcèlements sur YouTube. Par exemple, petite astuce YouTube, quand je vais dans mon YouTube Creator Panel, donc YouTube Creator, c'est l'endroit où il y a toutes mes vidéos et tout ça, peut-être que vous devriez arrêter dans la première page. Il y a une page de résumé sur laquelle on arrive. Le premier truc que me dit YouTube, c'est les résultats de la dernière vidéo.
Et ils me laissent toujours un commentaire en mode «Oh, cette vidéo a fait autant de vues que la dernière fois». Et des fois, quand il y a une vidéo qui fait moins de résultats, vous savez ce qu'ils disent? «Oh, cette vidéo a eu moins de vues cette fois-ci». Franchement, qu'est-ce qui blesse le plus? Quelques pouces rouges ou YouTube qui me dit littéralement que ma vidéo c'est de la merde par rapport aux autres? Je pense que vous voyez directement où est le problème. Donc ouais, si vous vous préoccupez vraiment de la santé mentale des gens YouTube, vous devriez peut-être arrêter de faire des décisions stupides, parce que ce genre de décision, ça m'affecte plus mentalement que quelques pouces rouges qu'on m'a laissés sur ma vidéo, ok? Donc merci de les remettre, même si vous ne le ferez jamais. Mais j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Mais j'y crois pas trop. Oh d'ailleurs, j'ai oublié de laisser un pouce rouge sur cette vidéo. Ensuite, passons à des news plus positives, je suppose pas vraiment totalement positives ici. C'est une news en rapport avec Apple et Face ID. Si vous ne savez pas, sur les iPhone 13, avant en tout cas, si vous remplaciez l'écran d'un iPhone 13, qui peut arriver si vous l'avez cassé, Face ID ne marchait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une toute petite puce sur l'écran qui intègre certainement des composantes justement de la sécurité de Face ID qui du coup n'était plus la même quand vous changiez d'écran forcément. Elle était accrochée à l'écran et du coup Face ID était en mode « Oh, je reconnais plus cet écran, j'ai décidé d'arrêter de fonctionner ». Et vous pourriez vous dire, ah bah, la solution logique, c'est de fournir des outils pour permettre de justement refaire fonctionner Face ID. Mais jusqu'à maintenant, Apple, évidemment, ne fournissait aucun de ces outils, à part, évidemment, aux réparateurs agréés justement par eux. Et bien maintenant, ils sont revenus en arrière là-dessus et vous pouvez faire la demande. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire, mais vous pouvez faire la demande via leur service de trucs de réparation à avoir justement la possibilité d'avoir les outils pour réactiver Face ID. Parce que jusqu'à maintenant, la seule solution pour un réparateur tierce, c'était de littéralement dessouder une petite puce sur l'écran et de la ressouder sur le nouvel écran. Ce qui était évidemment extrêmement complexe et pas à la portée de tout le monde. Donc, ouais. Alors, du coup, oui, c'est une news positive, mais encore une fois, Apple, je le dis à chaque fois, vous vous préoccupez de la planète avec des iPhones recyclés au niveau de l'aluminium, au niveau des composants. Mais si vous vous préoccupez vraiment de la planète, vous devriez peut-être faire en sorte que vos iPhones soient les plus faciles des smartphones à réparer. Un iPhone devrait être hyper facile à réparer pour lui donner la plus grande durée de vie possible et du coup éviter des e-waste. Donc les e-waste, c'est évidemment des téléphones qui ne fonctionnent plus, des écrans qui sont cassés mais pas vraiment cassés, ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens, si Face ID ne fonctionne plus, aussi bien ils vont changer de téléphone, surtout des personnes qui ont plus d'argent que de sens commun, ils vont juste changer de téléphone. Et donc, cet iPhone va devenir aussi bien l'e-waste parce qu'ils vont même pas le donner à quelqu'un ou autre chose. Ça arrive. Et Apple contribue à ce genre de choses. Donc, yep. Encore une fois, Apple, c'est extrêmement hypocrite d'être en mode pour la planète à fond, hein, on est pour la planète, c'est génial la planète, et puis juste fabriquer des trucs impossibles à réparer. Ou alors qu'il faut aller vers le service officiel Apple pour le faire réparer et ça coûte la peau des fesses. C'est ça le problème, parce qu'un écran d'iPhone 13 coûte plus de 300 à faire réparer, 300 € à faire réparer pour les plus petits iPhones. C'est énorme. Normalement, ça ne devrait pas coûter autant. Un écran d'iPhone en pièces brutes, c'est genre 80 €, il me semble, pour les meilleurs iPhones. Peut-être une centaine d'euros, peut-être. Et avec la main-d'œuvre, peut-être une cinquantaine d'euros pour quelqu'un qui est très rapide. Vous voyez, ça coûte beaucoup moins cher. Si ça coûte pas cher de faire réparer son téléphone, ça incite les gens à le garder. Et ça, c'est bon pour la planète, parce que un iPhone gardé, qui dure le plus longtemps possible, c'est un iPhone qui n'est pas fabriqué et qui ne pollue pas, justement, en étant fabriqué derrière. Mais évidemment, si vous avez des iPhones faciles à réparer, ça veut dire que vous en vendez moins. Donc, si vous en vendez moins, vous avez moins d'argent. Et donc, c'est ça que Apple ne veut pas. Même si, selon moi, c'est encore stupide, parce que les ventes d'iPhone sont en chute depuis quelques années, en réalité. Ou en tout cas, ils n'ont pas les résultats escomptés. Ils voudraient avoir plus de ventes, évidemment. Et c'est dû au fait que, déjà, il y a le truc que les iPhones de voilà quelques années sont encore très bons, franchement. Voilà quelques années, vraiment, on avait des grosses upgrades d'iPhone en iPhone. Maintenant, c'est des upgrades sympas, mais c'est pas nécessaire pour le commun des mortels. Donc, les gens gardent leur iPhone plus longtemps. Surtout que les iPhones sont connus pour avoir des mises à jour logicielles très longtemps dans le temps. Donc, forcément, ça incite à garder. Mais du coup, ça fait perdre des ventes à Apple, ça. Mais ils se sont déjà
ils ont déjà commencé à diversifier leurs revenus, en fait. Ils ont Apple TV. Ils font plus en plus de services. Vous n'achetez plus un iPhone pour l'iPhone, vous achetez pour l'écosystème d'Apple, tous les services qu'ils peuvent vendre à côté. Et selon moi, s'ils veulent continuer dans cette lignée de services, ils doivent rendre leur téléphone facile à réparer parce que ça les aidera dans le long terme. Si un iPhone dure le plus longtemps possible, c'est une personne qui l'utilise le plus longtemps possible et qui du coup va profiter des services payants de Apple, que ce soit iCloud, Apple Music, Apple TV, tout ça. C'est là qu'ils devraient se faire de l'argent. Donc, Apple, s'il vous plaît, si vous pensez vraiment à la planète, même si c'est encore une fois certainement hypocrite, ce serait bien de le faire. Mais bon, à mon avis, ils le feront dans le futur. Je le vois arriver. La raison pour laquelle ils ne le font pas maintenant, c'est qu'économiquement, c'est plus logique de faire ça maintenant. Mais dans le futur, à force que les gens sont de plus en plus informés, que les gens sont en mode « Ouais, pourquoi je ne peux pas réparer mon iPhone ?» ils vont petit à petit aller vers la route, certainement, de l'iPhone de plus en plus réparable, parce que ce sera la décision morale la plus logique à prendre. Mais je pense qu'ils essayent d'en profiter le plus possible, en fait. Ils essayent d'en profiter jusqu'au dernier moment possible avant de devoir rendre les iPhones facilement réparables. Je pense que c'est vraiment le cas. Mais bon, dans tous les cas, j'espère qu'on... Il y a des législations qui sont en cours au niveau européen, je le sais, pour la réparation des smartphones. On a l'indice de réparabilité qui a apparu aussi, hein, si vous l'avez déjà vu sur les sites de vente. Il faut qu'on aille encore plus loin là-dedans. Je devrais avoir le droit, parce que j'ai acheté un téléphone, c'est mon téléphone, je devrais avoir entièrement le droit de réparer le moindre aspect de ce téléphone et que Apple fournisse des pièces pour réparer. S'il y a des pièces sécurisées, Face ID, tout ça, ok. Mais ils peuvent vendre une pièce où tout le système Face ID est intégré et c'est pas moi qui bidouille. Ils me donnent un truc tout fait que je peux mettre dans mon smartphone. C'est tout à fait possible. Vous pouvez concilier sécurité et réparabilité. Ne croyez pas ce que dit Apple que si quelque chose est facilement réparable, c'est que c'est pas sécurisé. C'est de la connerie. C'est vraiment de la connerie. Donc, yep. On verra bien. Et de toute façon, d'un point de vue sécurité, comme je vous l'ai dit, quelqu'un pouvait dessouder un composant sur l'écran et le remettre sur l'autre écran et réactiver Face ID. Donc, si vous... Quelqu'un de très doué peut déjouer la sécurité d'un iPhone, franchement. Donc, sécuriser l'iPhone pour les gens normaux, on va dire, c'est juste ridicule, en fait. Parce que les gens qui veulent vraiment faire des dégâts peuvent déjà en faire. Donc, yep. C'est un peu comme... Ouais, c'est un peu comme les contrôles à l'aéroport. Vous contrôlez tous les gens, alors que 99,9% des gens ne feront jamais rien dans l'avion, juste pour ce 0,01%. Et le truc, c'est que ce 0,01% de gens, ou ce 0,1% de gens, vont trouver d'autres manières de faire des choses pas bien, vous voyez. Ils vont trouver une alternative. Donc, c'est toujours la question de la police et du criminel. C'est que la police a un nouvel outil, le criminel déjoue ses outils avec des nouveaux outils, et c'est une chasse continue, en fait. Et au final, nous, on se chope tous les inconvénients de la réparabilité, le fait d'être contrôlé de partout à l'aéroport, alors qu'on n'a rien fait, quoi. Donc, yep. C'est devenu un débat sur le contrôle de sécurité à l'aéroport. Je déteste le contrôle de sécurité à l'aéroport. Ensuite, passons à une news plus positive. Je promets là qu'on va aller vers du plus positif, parce que là, je suis assez négatif dans ce début de Texama Show. Incroyable. Windows 11 SE a été du coup annoncé par Microsoft. C'est évidemment le successeur à Windows 10 S ou Windows ARM aussi. Donc, c'est une version allégée de Windows qui sait faire que tourner les applications du Microsoft Store. Et je parle des applications vraiment du Microsoft Store. Pas dans le futur, on aura évidemment les applications classiques sur Microsoft Store ainsi que des applications Android. Bon, là, ça pourrait peut-être faire tourner les applications Android en réalité. Je vois pas de raison pourquoi pas. Mais non, là, le but, c'est vraiment les applications du Microsoft Store faites pour le Microsoft Store depuis des années parce que ça utilise le nouveau système de Microsoft qui est beaucoup plus léger. Et c'est surtout dû au fait que les anciennes applications classiques de Windows ont beaucoup de dépendances. Ça utilise des vieilles librairies qui datent de dizaines d'années, et c'est lourd tout ça en fait. Donc si vous virez toute cette partie de Windows devient très léger en réalité, aussi léger franchement qu'Android. Donc c'est le but de Windows SE, faire tourner seulement les applications du Microsoft Store pour être le plus léger possible. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement pour concurrencer les Chromebooks, tout simplement. Avoir des appareils très petits, des tablettes 10 pouces, des notebooks de 10, 11 pouces avec des processeurs pas très puissants, avec des processeurs ARM, mais qui tournent quand même correctement et qui ont
ben, l'aspect Windows, ça reste Windows. Vous avez la barre de tâches, vous avez tout ce qui fait Windows au final. Et donc habituer les gens aussi à Windows et garder une présence dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que Microsoft est très doué, mais qui se sont fait un petit peu avoir avec les Chromebooks. C'est que vous allez dans plein d'écoles, il y a... Oh, quel est l'éditeur de texte dans cette école? Microsoft Word. Genre, dans 99% des cas, ce sera Microsoft Word, bien souvent. Il y a des écoles qui essaient d'utiliser des logiciels open source, et ça, c'est cool. Mais Microsoft a vraiment une emprise sur le marché de l'éducation. Ils essayent en fait que si vous apprenez à utiliser un PC pour travailler, vous apprenez à utiliser un PC Windows en fait. Comme ça, quand vous arrivez dans le monde du travail, vous voulez un PC Windows forcément. Donc c'est leur but ici. Ils veulent avoir plus d'appareils Windows dans les écoles parce que les Chromebooks leur ont fait pas mal la misère en réalité. Beaucoup d'écoles sont passées à des Chromebooks parce que c'est pas cher. C'est genre 100 € pièce, 150 € pièce, quand vous en achetez beaucoup en tout cas, pour des tablettes qui sont suffisantes. Il n'y a pas besoin d'un truc hyper puissant, un Chromebook genre est largement suffisant pour enseigner des choses. Et du coup, ils veulent ce marché. Ils veulent reprendre ce marché qu'ils avaient à une époque. Donc voilà pourquoi Windows SE existe. Et du coup, il y a une news en rapport avec ça plutôt. Et c'est le fait justement que Microsoft a annoncé une nouvelle Surface. Donc un nouveau Surface Laptop même, qui est du coup un petit notebook à 250 $, donc 250-300 € plus ou moins, et qui fait tourner Windows 11 SE. Donc il aurait un écran 11,6 pouces, vous auriez un Celeron dedans, ou même un Celeron 4 cœurs, avec 4 ou 8 Go de RAM, ce qui est en réalité pas trop mal, 8 Go de RAM sur un tel appareil, je suis un peu étonné. 64 ou 128 Go de stockage, et évidemment très léger, avec ce qu'il faut. Un écran 1366 pixels sur 768, ça fait longtemps que j'ai plus vu ça. Une webcam quand même, du Wi-Fi et tout ça. Donc c'est vraiment pour les écoles. C'est le genre de truc qu'ils vont vendre par palette à des écoles qui veulent s'équiper d'un coup de 30, 50, 60, 200, 500 appareils d'un coup pour équiper toute leur classe. Et comme c'est Windows, les administrateurs réseau connaissent assez bien Windows et c'est facile de l'intégrer directement dans le système de l'école. Donc c'est le but, c'est vraiment le but ici. Il y a aussi des systèmes de contrôle à distance qui sont très importants pour évidemment le staff de l'école. Encore une fois, moi je me souviens bien quand j'étais en cours, on avait nos sessions sur un serveur Windows. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que je me connectais sur un PC, n'importe quel PC de l'école, ma session était reprise du serveur, était mise sur le PC sur lequel j'étais actuellement et j'avais tous mes documents et tout ça. C'est ce qu'ils veulent ici aussi. Évidemment, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel de ces laptops, vous connecter avec votre compte de l'école et avoir automatiquement tous vos documents et tout ça. Donc le stockage local est juste temporaire au final. Au bout d'un moment, les fichiers sont supprimés et c'est quand vous vous loguez qu'il les reprend sur le serveur distant. Ce qui, des fois, quand vous aviez un gros fichier parce que vous avez téléchargé un torrent, prenait du temps. Je ne parle pas du tout par expérience, évidemment. La fibre de l'école était très bonne, d'ailleurs, pour télécharger. Bien que je ne l'ai pas fait, mais c'est pour ça que des fois, les sessions de certaines personnes, et pas du tout moi, étaient plutôt lourdes. Je me demande bien pourquoi. Ensuite, on a une news sur le Steam Deck de Valve, notamment, ils ont donné plus de détails techniques, donc c'est pas news incroyable. Il y a aussi le fait que le Steam Deck a été repoussé pour ceux qui l'ont précommandé ou autre chose. Donc il est repoussé de 2 mois, si je me souviens bien. Donc les premières personnes devaient l'avoir en décembre. C'était la date annoncée au tout début. Et puis a fait qu'il y a eu de plus en plus de précommandes. Évidemment, cette date a été repoussée pour ceux qui précommandent à ce moment-là. Mais les premières personnes devaient toujours l'avoir pour décembre. C'est repoussé. Il me semble que c'est repoussé jusqu'à février, si je me souviens bien. Et du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps pour l'avoir, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, on verra bien. Du coup, on a eu aussi plus de détails techniques, notamment le fait que, encore une fois, ça utilise un processeur Zen 2, donc c'est les Ryzen 3000 basiquement, à 4 cœurs 8 threads, qui peut aller jusqu'à 3,5 GHz. Donc c'est pas l'aspect le plus puissant de ce Valve Deck, Steam Deck, clairement. Ce qui est le plus intéressant, par contre, c'est le GPU avec Weaker RDNA 2.0, avec 2 CU et une fréquence qui monte quand même pas mal. Donc ça, c'est ce qui va lui donner sa puissance. C'est littéralement plus puissant que tous les appareils mobiles qu'on a à l'heure actuelle sur le même format. Donc si on regarde par exemple le One X Player que j'ai personnellement, vous avez un GPU Intel qui se débrouille bien, franchement, mais qui n'est pas aussi puissant que chez AMD.
Donc notamment, on a l'Aya Neo qui, lui, utilise un GPU AMD, mais c'est des anciens Radeon Vega qu'on avait dans les Ryzen 5 4500U, par exemple. Et c'est encore le cas même dans les dernières APU. Vous avez toujours des cœurs Vega et du coup, ils se débrouillent, hein, mais ce serait bien d'avoir une upgrade ici. Et donc là, c'est ce qui va vraiment donner le coup de puissance à ce Steam Deck. Après, d'ici à ce qu'il sorte au final, je pense qu'il sera déjà, pas dépassé, mais il sera déjà matché par d'autres appareils, franchement. Par exemple, l'Aya Neo, il pourrait faire un Aya Neo 2 avec un nouvel APU qui sortira un peu plus tard, quand le Steam Deck sera disponible, et avoir des specs similaires. Donc, yep. Après, je pense que l'intérêt ici du Steam Deck, c'est pas juste les specs, même si elles sont intéressantes, avec notamment de la LPDDR5, beaucoup plus rapide. C'est vraiment l'expérience utilisateur. Donc vous aurez Linux qui tourne dessus. C'est SteamOS du coup, qui est basé sur Arch d'ailleurs, et qui franchement tourne très bien maintenant, même si c'est pas forcément le meilleur choix si vous voulez jouer sur Linux, mais c'est supporté par Valve, c'est le plus important. Donc forcément sur un appareil Valve, vous allez avoir un support excellent, même si de temps en temps il y aura des bugs, forcément. Mais ouais, le support devrait être excellent et ça donnera vraiment beaucoup d'intérêt à l'utiliser pour quelqu'un qui n'y connaît pas trop en Linux, en fait. Donc c'est ça qui, je trouve, le plus intéressant. Et le prix aussi est intéressant en réalité, parce que même le modèle de base était à $399. Et ça a été vu dans la vidéo de démontage qu'on a pu voir que vous pouvez changer le SSD. Donc, quelqu'un pourrait sans problème upgrade le SSD de 64 Go. Enfin, c'est pas un vrai SSD d'ailleurs, c'est utiliser de la mémoire EMC, il me semble. Mais vous pourriez mettre un vrai SSD, quoi. Donc, yep, très intéressant. Les autres alternatives coûtent beaucoup plus cher. Le seul truc, au final, similaire, ce serait la Switch. Mais la Switch est une très bonne console de jeu, mais c'est juste une console de jeu. Là, l'intérêt avec le Steam Deck, moi que je vois, c'est l'émulation. C'est même faire des choses avec. Vous pouvez le mettre dans un dock et l'utiliser comme un vrai PC Linux, qui est du coup très bien optimisé, forcément, parce que Linux est beaucoup plus léger que Windows, surtout sur un petit appareil comme ça. Vous avez quand même 4 cœurs qui peuvent monter jusqu'à 3,5 GHz. Avec 16 Go de RAM, franchement, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus hein, pour beaucoup de gens. Donc ça pourrait être un appareil ultime pour quelqu'un qui veut jouer, mais à des petits jeux indés, vous voyez, qui sont déjà supportés sur Steam sous Linux ou qui marchent via Proton, évidemment, et qui veulent aussi travailler à côté. Je pense que pour les bidouilleurs Linux aussi, ça va être quelque chose de très intéressant, parce qu'eux, ils vont pouvoir juste prendre ce SteamOS et peut-être le modifier à leur guise ou même carrément installer leur propre distribution. Ça, c'est ce qui arrivera aussi certainement. Même si je pense... après, le truc, c'est que Valve devrait rendre les drivers et tout ça disponibles, si je me souviens bien, sous Linux. Donc ça veut dire que toute autre distribution basée sur Arch devrait plutôt bien tourner, parce que vous pourrez juste utiliser les drivers officiels, qui seront certainement open source d'ailleurs, par Valve. Donc ça devrait plutôt bien tourner. Et vous pourrez du coup, oui, utiliser votre distribution favorite. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, moi, je suis très intéressé. Et au niveau des détails, d'ailleurs, je reviens, mais ils ont monté quelques chiffres, genre de démarrage et tout ça. Oui, ok. Moi, ce qui était le plus intéressant, c'était les purs specs, genre la fréquence et tout ça. Et oui, c'est intéressant, franchement. Ça donne pas mal de promesses, selon moi, pour cette console, qui devrait être cette console PC, en tout cas. Vous le voyez comme vous voulez, mais ça devrait lui donner pas mal d'intérêt. Ensuite, quelque chose qui n'a pas trop d'intérêt, enfin on verra bien, c'est le fait que Nvidia va sortir une RTX 3080 Ti. Vous allez me dire, elle est déjà sortie. Non, mais là, c'est une version mobile. Donc, ils vont utiliser un nouveau GPU d'ailleurs pour ça, parce que vous allez me dire, le truc, c'est que j'en ai déjà parlé par le passé, mais la RTX 3080, actuellement sur ordinateur portable, utilise le même GPU que la RTX 3070 et la 3070 Ti. Ça utilise même exactement le même GPU au final que la 3070 Ti, avec le même nombre de codes d'accord et tout. Et c'est le GA104 pour information. Le truc, c'est que le GA102, qui est utilisé dans la 3080, la 3080 Ti et la 3090, n'a pas été utilisé sur mobile parce que c'est un trop gros GPU. Il consomme beaucoup de trop en fait pour être utilisé là-dessus. Il pourrait diminuer la fréquence et tout ça, mais ça ne vaudrait pas la peine en fait. Donc là, ils ont dû évidemment faire un nouveau GPU. Donc c'est le GA103S, oui. Donc certainement S pour Slim, je suppose, qui est, à mon avis, un GPU orienté vraiment mobile ici.
et qui aurait, en tout cas sur cette version-là, 7424 coups d'accord. On ne sait pas la vraie taille totale de ce GPU. Je suppose que si c'est pour une 3080 Ti mobile, ils n'ont pas beaucoup plus de coups d'accord sur le GPU, ça doit être son maximum. Il est designé pour en avoir exactement autant. Après, on ne sait jamais, hein, ils vont peut-être faire une 3090 mobile avec 8000 et des coups d'accord, qui sait. Pour juste resituer, la 3080 Ti a normalement plus de 10 000 coups d'accord en temps normal, donc il y a une perte de 3000 coups d'accord ici. Donc c'est exactement la même chose que la 3080 qui a pas le même nombre de coups d'accord sur PC fixe que sur PC portable, donc tenez-en compte ici. Ce n'est pas la même chose, et c'est selon moi extrêmement dommage, parce qu'à une époque, je me souviens qu'NVIDIA avait, avec les GTX 1000 notamment, ils avaient fait tout un truc marketing comme quoi ils disaient et maintenant les versions mobiles, c'est plus des versions mobiles, c'est exactement la même. Donc notamment avant les GTX 1000, une GTX 980M, c'était pas une GTX 980. Une 960M, c'était pas du tout une 960. Et avec les GTX 1000, une 1080 dans un ordinateur portable était la même 1080 que dans un ordinateur fixe. Oui, elle tournait à une plus basse fréquence, mais c'était la même. Si vous voulez voir que, ok, il y avait moyen de récupérer cette puissance. Et ils ont continué comme ça jusqu'au 2000 et des, au RTX 2000. Ils ont même, en réalité, ils n'ont même pas fait une 2080 Ti sur mobile parce qu'elle était trop grosse pour un ordinateur portable. Il y a trop de puissance, trop de consommation. C'est pour ça que la plus grosse qu'on avait eue sur les RTX 2000, c'était la 2080 Super. Et c'était vraiment une full RTX 2080 Super. Elle avait tous les coups d'accord. Et là, avec la RTX 3000, ils ont tout pris, ils ont jeté ça par la fenêtre. Parce que, alors pour les cartes mobiles milieu de gamme, en réalité, c'est toujours vrai. La 3060 mobile a autant de coups d'accord. Elle a même, en réalité, un petit peu plus de coups d'accord que la RTX 3060 PC fixe. Mais la 3070, c'est pas le cas. La 3080, c'est pas le cas. Et cette 3080 Ti, ce sera pas le cas. Et c'est fort dommage. Alors, vous allez me dire, oui, mais une 3080 Ti consomme 320 watts sur PC fixe. C'est impossible de la mettre dans un ordinateur portable. Et je vous dirais que, oui, c'est plutôt compliqué. Mais à ce moment-là, ils font comme la génération d'avant, ils le font pas en fait. Ils font pas de 3080 Ti mobile. Parce que si c'est pas possible, ne le faites pas. Parce que là, c'est mensonger au niveau marketing, vous voyez. Parce que quelqu'un va se dire, oh, une 3080 Ti dans l'ordinateur portable. Oh, excellent, j'ai même pas besoin d'un ordinateur fixe alors. Ils vont l'acheter, ils vont s'attendre à le même niveau de performance. Alors que, pas du tout. Alors ce sera une très bonne carte, certainement. Ce sera la carte la plus puissante qui existe sur PC portable. Mais ce sera pas la même. Et d'ailleurs, avant que des gens me disent oui, AMD est meilleur là-dessus, AMD a fait la même chose au niveau mobile. La RX 6800M est une RX 6700 XT de PC fixe. Genre, elle a le même nombre de shader unit et tout. Donc, AMD a fait exactement la même chose. Donc là, c'est la même chose pour les deux. Bon, après, AMD n'avait pas fait de marketing sur comme quoi ils mettaient les mêmes cartes. Donc, en réalité, AMD au moins a l'excuse qu'ils n'ont jamais dit qu'ils faisaient ça. Mais bon, quand même, ce serait bien qu'on ait des choses plus logiques, vous voyez. Après, c'est aussi la même chose au final, au niveau CPU, en fait. Parce qu'un Ryzen 9 5900HX, il n'a pas autant de cœur qu'un Ryzen 9 sur PC fixe. En tout cas pour le moment. Parce qu'on a une autre news en rapport avec les Ryzen 7000 qui seraient du coup des Ryzen mobiles. Alors, ils ont déjà fait ça pour le passé, je ne sais pas pourquoi ils vont recommencer à le faire, mais si vous vous souvenez, les Ryzen 3000, la version mobile, c'était les Ryzen 4000. Et il n'y avait pas de Ryzen 4000 pour PC fixe. On est passé directement au Ryzen 5000. Et bien avec les Ryzen 5000, ils ont gardé la logique de oh, il y a des 5000 PC fixes, il y a des 5000 PC portables. Génial. Et visiblement, ils sont en train de revenir en arrière là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des rumeurs sur ces Ryzen 7000 et pas des 6000, qui seraient du coup basés sur Zen 4 et qui sont basiquement ce que devraient être les Ryzen 6000 sur PC fixe. Mais c'est des versions portables ici. Donc, ce seraient des processeurs qui auraient jusqu'à 16 cœurs 32 threads dans leur version Ryzen 9, certainement. Donc oui, AMD va passer à 16 cœurs sur les PC portables. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouah, ça sert à rien ». Et le truc, c'est que pour la plupart des gens, ça ne sert à rien. Oui. Mais le truc, c'est qu'ils ont la marge. Ils ont totalement la marge. Si vous regardez un Ryzen 9 actuel, weaker 16 threads, les versions plus efficaces au niveau énergétique consomment 35 watts. Et elles consomment réellement 35 watts. Elles sont très efficaces au niveau énergétique. Donc, si vous doublez le nombre de cœurs, vous passez à 70 watts. 70 watts, ça reste raisonnable pour un ordinateur portable.
Surtout que Intel fait déjà du 70 watts sur les ordinateurs portables. Quand ils boostent au maximum, ça peut aller jusqu'à cette consommation-là et cette chauffe-là. Donc au final, c'est tout à fait possible. Surtout qu'ils seront en 5 nanomètres au lieu du... oh, j'ai cliqué sur le tweet, sans faire exprès. Donc ils seront en 5 nanomètres au lieu du 7 nanomètres. Donc ils auront un petit peu plus d'efficacité normalement énergétique. Donc c'est tout à fait possible, franchement. Et ça devrait être très intéressant selon moi au niveau de ces processeurs mobiles. Et c'est certainement aussi dû au fait que je vous rappelle que Intel avec Alder Lake va avoir des processeurs avec pas mal de cœurs sur ordinateur portable, notamment jusqu'à 14 cœurs. Donc ce serait 8 cœurs haute performance, 6 cœurs efficacité énergétique. Donc AMD veut garder une avance là-dessus. Ils veulent garder aussi l'argument de on a plus de cœurs, on a plus de puissance que vous. Et c'est logique en fait. Donc au final, cette course qui a la plus grosse va nous récompenser nous. Parce que ça veut dire que si le Ryzen 9 passe à 16 cœurs, le Ryzen 7 sera un très bon 8 cœurs. Et peut-être même plus en réalité, on verra bien. Il y aura peut-être un 12 cœurs. Et vous aurez aussi peut-être les Ryzen 5 qui, eux, pourraient passer à 8 cœurs. Bon, je ne le crois pas trop, mais c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans le futur. Parce qu'actuellement, si vous regardez, les Intel Core i5 avec Alder Lake sont passés à 10 cœurs. Sur PC fixe, en tout cas. Donc, AMD va peut-être se dire « Oh, on n'a plus le même nombre de cœurs, là. Il faut qu'on rehausse le nombre de cœurs. » Donc, à mon avis, c'est qu'une prédiction de ma part, mais je pense honnêtement que les Ryzen 5 avec Zen 4 l'année prochaine auront 8 cœurs. Et je pense que les Ryzen 7 auront 12 cœurs. Et certainement les Ryzen 9 auront 16 cœurs. Et peut-être même un modèle encore avec plus. J'en suis sûr à 60%, je dirais. Je fais qu'une prédiction là. Donc on verra bien si ma prédiction est correcte. Je propose de faire des paris. Je parie 5 frites. Et une pièce que j'ai retrouvée quelque part. Ensuite, on a une autre news au niveau de Intel, au niveau processeur, où on a toute la line-up de Alder Lake qui a été leakée. Donc là, c'est plus que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc évidemment, on a vu les 12900K et tout ça. Mais là, on a par exemple les 12500, les 12600, non version K, les 12400, qui sera le plus intéressant. Ça, je l'attends avec beaucoup d'impatience, ce 12400F notamment. Ça va être un processeur, à mon avis, avec une valeur incroyable. Donc, je vous rappelle, ce sera un 6 cœurs 12 threads. Et c'est 6 cœurs haute performance. Il n'aura pas de cœur haute efficacité énergétique, ce qui est, selon moi, toujours un peu stupide avec Intel. J'en parlerai après, mais bon. 2,5 GHz et avec un boost à 4,4. Donc, il devrait être franchement très bon. J'espère, en tout cas, que Intel va le garder très bon et qu'ils ne vont pas le castrer trop. En limitant ou je ne sais quoi. Et j'espère aussi qu'on pourra toujours l'overclocker comme le 11400F qui était juste incroyable pour l'argent avec ces capacités-là. Franchement, c'est toujours actuellement le meilleur processeur que vous pouvez acheter, le 11400F. Si vous êtes prêt à bidouiller un petit peu et avoir la bonne carte mère qui va avec, vous pouvez faire des merveilles avec, franchement. Et même chose avec le 12400, hein, qu'il ait une partie graphique ou pas. C'est juste que la version F est moins chère, donc forcément, c'est plus intéressant. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donnera, en tout cas. La raison pour laquelle je trouve ça un peu stupide, par contre, c'est que Intel fait ça à chaque fois, et je ne comprends pas. C'est que les meilleurs chipsets graphiques, déjà, vous voyez le UHD 730, vous voyez que ça passe à du UHD 770, genre, ils mettent la meilleure partie graphique sur les processeurs ultra haut de gamme. Alors que une personne qui a un 12900K ne va pas utiliser la partie graphique. Donc, alors, je ne dis pas de mettre la meilleure partie graphique sur le processeur i3 et de mettre la moins bonne sur le i7 ou le i9. Moi, ce que je dis, c'est que mettez la même sur tous les processeurs, en fait, parce que c'est juste stupide, en fait. Personne ne va prendre un Core i5 juste parce qu'il a une meilleure partie graphique. Ça ne vaut pas la peine, en fait. Donc, mettez juste une meilleure partie graphique partout et soyez tranquille et justifiez un petit peu plus ça. Et aussi, encore une fois, là, les cœurs haute efficacité énergétique, il n'y en a aucun sur tous les processeurs milieu de gamme et bas de gamme. Donc, là où on en a le plus besoin, là où il y a Jean-Luc avec son PC de bureautique qui fait pas grand-chose avec, qui aurait besoin de ces cœurs haute efficacité énergétique, il n'en a aucun. Donc, c'est un petit peu stupide, selon moi. C'est une drôle de segmentation, en fait. Genre, le Core i9 a plein de cœurs haute efficacité énergétique, mais vous dites à quoi ça sert, en fait?
ces cœurs haute efficacité énergétique sont juste là pour rehausser les scores de benchmark, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Ils ne sont pas là pour économiser de l'énergie. Ils sont juste là pour donner plus de puissance et pouvoir mettre 16 cœurs sur le sticker sur la boîte. Alors qu'en réalité, c'est un weaker plus 4 cœurs en termes de performance. Parce que les weakers efficacité énergétique, évidemment, sont beaucoup moins puissants. Ils sont quand même puissants, hein, d'ailleurs. Il y a des tests qui ont été faits, ils sont en réalité pas trop mal, mais ils sont évidemment... Ça ne vaut pas weaker haute performance. Mais bon, j'ai toujours trouvé bizarre qu'ils les mettent... Enfin, genre, qu'il y ait cette disparité, genre, le processeur haut de gamme a tous les trucs que le processeur entrée de gamme devrait avoir, en fait. Donc, ouais, assez étrange. Bref. Juste mon avis là-dessus. Ensuite, on a des news au niveau de SpaceX et de tout ce qui se passe au niveau de Boca Chica et de leur nouvelle fusée, leur prochaine fusée qui sera, je vous rappelle, Starship, composée de le booster et de Ship, donc la partie haute qui, elle, va aller dans l'espace. C'est les noms actuels, mais j'aime pas trop le nom Ship pour la partie haute, c'est un peu bizarre. Bref, dans tous les cas, ils ont fait pas mal de progrès encore ces derniers temps. Ils font toujours énormément de progrès en réalité. Là, la plupart de ces progrès concernaient notamment le pad de lancement orbital. Donc, c'est ce qui va être utilisé. C'est le pad où va décoller le full Starship vers son premier lancement, son premier test. Et donc, c'est très important que ce soit fini, forcément. Ils ont aussi testé entièrement, pratiquement en tout cas, de ce qu'on sait, le Ship 20. Donc, Ship 20 sera la partie haute, comme j'ai dit, qui va aller dans l'espace, aller en pseudo-orbite pour le premier test en tout cas, et il ne va pas survivre. Hein. Pour ceux qui se demandent, Ship 20 est destiné à juste finir au fond de l'océan peut-être, au mieux, ou alors juste brûler dans l'atmosphère alors qu'il réentre. Donc tenez-en compte. Mais le but, c'est de l'envoyer, de faire pratiquement toute une orbite jusqu'à les îles d'Hawaï pour information. Et donc, ils ont fait tous les tests. Ils ont testé les 6 moteurs qui sont dessus maintenant. Donc, vous avez 3 moteurs optimisés pour l'atmosphère et vous avez 3 moteurs optimisés pour le vide de l'espace. Quelle différence, vous allez me demander? C'est parce que quand vous êtes dans le vide de l'espace, comme il n'y a pas l'atmosphère, le ratio d'expansion, donc ce qui sort du moteur, prend plus de place en fait. Parce qu'il n'y a pas l'atmosphère qui presse contre, surtout quand vous vous déplacez à haute vitesse. Donc, c'est-à-dire que la sortie du moteur est vraiment beaucoup plus grosse. Et donc, il vous faut en fait un moteur avec notamment le cône à la sortie du moteur. Je ne sais pas comment on appelle en français. Il faut qu'il soit beaucoup plus grand en fait pour bien diriger ce flux de gaz. Ce gaz qui ont été, on va dire, chauffés, enfin brûlés plutôt, voilà. Qui sont un résultat de la combustion. C'est ce qui vous donne la force de la fusée. Hein, c'est ce qui propulse la fusée, littéralement. Donc, vous devez les diriger parfaitement pour en tirer le plus parti. Donc, au niveau de la mer, comme vous avez l'atmosphère, vous pouvez vous en sortir avec justement un moteur qui n'a pas un énorme diamètre. Mais plus vous allez dans l'espace, plus là, il faut un grand diamètre. Notamment, si vous regardez la Falcon 9 à 9 moteurs et le second étage qui propulse les satellites et tout ça a un seul moteur, c'est le même au final, mais version vide de l'espace, et il a un énorme diamètre au final. Mais derrière, c'est le même moteur. C'est juste que la sortie du gaz est beaucoup plus importante. Donc, c'est la même chose ici. Il y en a 3 comme ça, du coup, sur l'extérieur du Ship 20. Et les 3 au milieu, ce sont ceux qui sont faits pour l'atmosphère. Et ceux pour l'atmosphère, d'ailleurs, peuvent bouger. Donc, ils peuvent bouger sur eux-mêmes, chacun, indépendamment l'un de l'autre. Et ça permet de contrôler notamment Ship 20 au niveau de sa propulsion. Donc, pouvoir le faire aller là où il doit aller, tout simplement. Ça semble logique. Et ça permet aussi de faire le réatterrissage sur Terre. Même si, à mon avis, Ship 20 n'en aura pas besoin, vu qu'il ne va pas réatterrir sur Terre. Enfin, dans le meilleur des cas, on croise les doigts, on tape sur du bois. Dans le meilleur des cas, il utilise ses moteurs pour se ralentir et juste tomber dans l'eau. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. Mes prédictions, c'est que Ship 20, dans le meilleur des cas, Ship 20 brûle dans l'atmosphère. Dans le pire des cas, il explose avec le booster sur le pad de lancement. Et ça, j'aimerais pas, parce que ce serait dévastateur. Et justement, en parlant de ce pad de lancement, il progresse bien. Donc là, on a notamment ça, c'est le système de poulies. Je vous avais montré la semaine dernière les chopsticks. Donc, c'est des énormes bras en métal qui sont designés pour prendre le booster et le mettre sur le pad de lancement, mais aussi attraper le booster quand il reviendra d'un lancement plus tard.
et on parle vraiment plus tard ici. Booster 4 ne sera pas attrapé par ces chopsticks, comme Elon Musk le dit. Ce sera pour peut-être le booster 5, 6, 7, on verra bien. Et du coup, ça a deux rôles. Donc attraper, mais aussi stacker la fusée. Et ça permettra aussi de stacker Ship 20. Notamment, ils ont montré qu'il y avait des systèmes de fixation en dessous des petits ailerons en haut qui permettront d'accrocher Ship 20 et de le mettre par-dessus le booster. Donc ça a plusieurs rôles, ces chopsticks. C'est pas juste pour faire un truc assez fou qui est d'attraper des trucs. Ça a aussi le rôle de stacker la fusée. Et c'est assez important parce que notamment ils ont démonté Ils ont une énorme grue, ou plutôt ils avaient une énorme grue sur le site de lancement qu'ils avaient utilisé pour stacker Ship 20 et Booster 4 une première fois. Si vous avez déjà vu, je vous avais montré dans un précédent Texama Show. Eh bien cette grue n'existe plus. Ils l'ont démontée, elle est partie. Du coup, ils n'ont aucune grue à l'heure actuelle qui peut stacker le booster ou plutôt stacker le booster sur le pad de lancement et stacker le Ship 20 par-dessus. Parce que toutes les grues qu'ils ont actuellement, qui sont pourtant des très bonnes grues, ne sont juste pas assez puissantes, ne peuvent pas porter assez de charge. Donc notamment, ils ont la grue jaune, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la grue jaune, elle, va être utilisée pour monter un nouveau high bay. Donc ça, c'est le wide bay, comme ça s'appelle. Donc c'est là où littéralement, ils stackent chaque booster pour le construire. C'est fait de tubes, de rings. Et ils mettent les rings l'un par-dessus l'autre et puis ils font un booster comme ça ou un ship. Et du coup, ils ont besoin de plus de place. Donc c'est pour ça certainement qu'ils font un deuxième high bay qui s'appelle wide bay ici. Parce qu'il y a déjà un high bay à droite qu'on ne voit pas qui est très grand, qui est aussi grand qu'un booster, qui permet de stacker l'entièreté du booster. Donc là, ils veulent plus de place. Donc la grue jaune est ici, c'est celle-là, on la voit. Et elle sert à ça. Et ils ont une nouvelle grue aussi qu'ils utilisent auprès du pad de lancement pour aider à tout ce qui est au niveau de la construction. Du coup, ça c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir des vidéos de NASA Spaceflight, excellente chaîne, où vous verrez beaucoup plus en action, enfin pas en action parce qu'ils ne bougent pas trop, mais les chopsticks, donc ces énormes trucs en métal, ils sont vraiment énormes. C'est assez incroyable. Et j'ai hâte de voir ça. Donc, ma foi, maintenant on est dans la dernière ligne droite. Ils vont tester, à mon avis, ils vont finir assez vite tout le pad de lancement. Ils vont stacker le booster 4 avec les chopsticks certainement dessus. Ça devrait être très intéressant à voir. Et puis après, ils vont tester le booster 4 avec d'abord certainement 3 moteurs et puis plus en plus de moteurs jusqu'à quand ils atteignent tous les moteurs. Et puis après, ils seront prêts pour le lancement en fait. Ils auront juste à mettre le Ship 20 et c'est parti mon kiki pour le lancement. Bon, évidemment, il leur manque l'autorisation de lancer. Ça, c'est quelque chose qui, je l'avais dit, dans le meilleur des cas, arriverait en novembre. On est en novembre, ils l'ont toujours pas. On verra bien. À mon avis, ils vont l'avoir en décembre. Et puis, ils vont lancer certainement en janvier, si je devais prédire. Janvier me semble tout à fait correct. Ils pourraient s'amuser à rusher pour lancer en décembre, juste pour se la péter. SpaceX aime bien faire ça. Ils pourraient. Mais je ne crois pas qu'ils y arriveront. On verra bien. Dites-moi vos prédictions dans les commentaires. Moi, je prédis autorisation en décembre et lancement en janvier si tout va bien. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. C'est très optimiste comme truc que je dis là, parce que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, surtout s'ils ont des problèmes. Donc on verra bien. Merci à tous de regarder ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un pouce rouge, je le verrai. Ça, vous pouvez toujours détruire ma santé mentale, n'hésitez pas. Et aussi, vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez détruire ma santé mentale d'une manière plus prononcée, dirons-nous. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao.